Comment est-ce que la grande histoire, celle avec un grand H qu'on trouve dans les livres, est vécue au quotidien? Et surtout, comment est-elle perçue à travers les yeux d'un enfant? C'est ce qu'on va explorer ensemble. On va donc se plonger aujourd'hui dans un recueil de souvenirs. Des souvenirs d'enfance qui nous ramènent à la guerre d'indépendance algérienne entre 1954 et 1962. Ce sont des récits très personnels, des fragments de vie qui, en fait, éclairent ce conflit d'une manière complètement différente. Il y a une phrase, tirée de la préface du livre, qui résume absolument tout. Ce sont les petites histoires qui font la grande histoire. C'est une idée simple, mais tellement juste. Elle nous rappelle que les grands événements historiques, ce ne sont pas des concepts abstraits. Non, ils sont tissés à partir de milliers d'expériences individuelles, personnelles, intimes. Il faut bien garder ça en tête. Toutes ces histoires sont racontées depuis un point de vue d'enfant. Et pour eux, au début, le monde n'était pas défini par la politique ou la guerre. Non, pas du tout. Il était fait de choses bien plus concrètes, plus immédiates. La famille, les jeux, l'odeur du café le matin, les petites routines du quotidien, quoi. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment deux mondes coexistaient en parallèle. D'un côté, on a l'innocence de la vie de tous les jours, les jeux, les rires, et de l'autre, des signes un peu étranges, mystérieux, d'un conflit qui monte. Les enfants, ils sentaient bien l'attention des adultes. Ils entendaient des mots bizarres comme « Moudjahedine », les combattants de la résistance, mais sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire. Cette question elle est posée par une enfant dans une des nouvelles, La Paillasse. Des militaires débarquent chez elle en pleine nuit pour une fouille. Et sa question, si simple, si directe, elle capture parfaitement la confusion et la peur qui commençaient à s'infiltrer dans les maisons. C'est l'incompréhension totale face à cette intrusion brutale du monde des adultes dans leur petit monde à eux. Et puis, on passe à une autre étape, celle où la guerre commence à s'immiscer plus directement dans leur vie. C'est le moment où des objets du quotidien, des activités toutes bêtes se transforment et deviennent des outils de résistance, des sources de secrets bien gardés. Prenez cet objet, par exemple, qui était au centre de beaucoup de foyers à l'époque, la radio. Pour les enfants, ce n'était pas juste une radio, c'était la boîte magique, un objet de pur émerveillement. Et cette boîte magique, elle avait un double visage. Le jour, elle diffusait de la musique, de la joie. Mais la nuit, à une heure bien précise, tout changeait. Le silence faisait. Les adultes se rassemblaient autour du poste, le volume au minimum, pour écouter les émissions secrètes du FLN, le Front de Libération. La radio devenait alors un lien vital, clandestin, avec la résistance. L'histoire des lance-pierres est un autre exemple incroyable de cette transformation. Ce qui n'était qu'un simple jeu de gamin, fabriquer des tire-boulettes, eh bien c'est devenu un véritable acte de résistance. Les adultes encourageaient les enfants à casser les lampadaires. Ce n'était plus une bêtise, non, c'était une mission, aider les combattants à se déplacer dans l'obscurité. L'innocence du jeu s'est transformée en une participation silencieuse à la lutte. L'histoire qui s'appelle L'Assiette est tout aussi poignante. Il faut imaginer la scène. Chaque nuit, alors que les enfants sont censés dormir, les parents s'affairent à une activité secrète. Le père dessine des formes, la mère coud des tissus de couleur. Pour les enfants qui les épient, c'est un mystère complet. Et la révélation, c'est qu'ils étaient en train de fabriquer le drapeau national, en cachette, en prévision du jour de l'indépendance. Un symbole d'espoir et de défi. Cette question, pourquoi toutes ces questions? C'est une petite fille qui se la pose dans Les ballerines dorées. Son frère aîné commence à lui poser des questions étranges sur les soldats, sur les armes. Pour elle, ça n'a aucun sens. Mais en réalité, c'était le signe de son engagement secret dans la résistance, juste avant qu'il ne disparaisse pour rejoindre le maquis. Et là, le ton des récits change radicalement. On bascule. Le danger qui était abstrait, les secrets, tout ça laisse place à des moments où la violence de la guerre fait irruption et vient tout fracasser. C'est la fin d'innocence de manière irréversible. Cette phrase, tirée de la nouvelle « Bella », elle fait froid dans le dos. La narratrice, une petite fille, entend les cris d'une femme d'un village voisin qui est en train d'être torturée par des soldats. Le son de la guerre, ce n'est plus un simple murmure lointain, c'est un hurlement de douleur, insoutenable. L'impact d'un tel événement, évidemment, est terrible et durable. L'auteur décrit comment la joie de vivre du village s'est tout simplement éteinte. Et pour la petite narratrice, même sa poupée adorée, Bella, devient un rappel constant et tragique de cette nuit-là, le symbole de son innocence perdue. Et l'horreur atteint son sommet dans le récit Délivrance. Un enfant est forcé par des soldats de regarder une photo. Il doit identifier la personne dessus et il reconnaît son propre frère aîné, mort, le visage en sang. C'est l'horreur absolue, vue à travers les yeux d'un enfant. La suite est tout aussi troublante. L'enfant entend les femmes de sa famille célébrer son frère en répétant « Met Shahid », il est mort en martyr. Et là, il comprend que ce n'est pas juste une tragédie familiale, c'est un sacrifice suprême pour la patrie. À cet instant précis, il est projeté dans le monde des adultes, il doit devenir l'homme de la maison. Cette phrase, c'est la conclusion de l'histoire « Le tonneau percé », après qu'un autre frère a été capturé et probablement tué. Elle résume tout. Ce jour-là, j'entrais dans le monde cruel des adultes. C'est le moment où l'enfance s'arrête net, pas progressivement,
en un instant, brutal et définitif. Alors, que reste-t-il après avoir vécu tout ça? Eh bien, il reste le poids des souvenirs et surtout l'importance, la nécessité de témoigner. Oublier n'est tout simplement pas une option. Cette chronologie nous montre bien tout le parcours. Des années de guerre, puis l'indépendance le 5 juillet 1962. Un moment de joie immense où ces enfants peuvent enfin défiler avec ce fameux drapeau fabriqué en secret. Et puis les années passent et ces enfants, devenus adultes, réalisent qu'il faut raconter. Raconter pour que les générations futures n'oublient pas. C'est la raison d'être même de ce livre. 16. Le livre rassemble 16 témoignages. 16 voix uniques qui, mises ensemble, peignent un tableau très humain de la guerre, bien loin des récits officiels et des stratégies militaires. Au final, le but de ces histoires est bien plus profond que de simplement raconter des souvenirs. C'est un acte de mémoire, un devoir de témoignage, pour nous rappeler que derrière les grandes dates et les grands événements, il y a des vies humaines, avec leurs peurs, leurs espoirs et leurs douleurs. Et on va finir avec cette dernière pensée tirée de la préface. Entrer dans ces petites histoires, c'est entrer dans la grande histoire qui reste à écrire. C'est une belle façon de dire que l'histoire, en fait, n'est jamais terminée, jamais figée. Chaque témoignage, chaque petite histoire vient l'enrichir, la compléter. Elle reste toujours à écrire.